Route bloquée, affrontements violents avec la police dans tout le pays. La France est paralysée par les manifestations contre le macronisme. En Tunisie, les attaques contre la flottille pour Gaza ne s'arrêtent pas. Un deuxième bateau de la flottille aurait été ciblé par un drone à la veille du départ prévu en direction du territoire palestinien. Bonsoir à vous et bienvenue sur RT en français depuis Moscou. Le barrage de la patience publique a cédé. Des dizaines de milliers de manifestants à travers le pays disent non au macronisme. Le mouvement bloquant tout, comparé aux Gilets jaunes par son ampleur, paralyse la France ce 10 septembre. Le point avec Nadège Abderrazak, notre correspondante à Paris. Nadège, bonsoir. Une fois de plus, sous les flammes, sous la pluie, les manifestants tiennent bon. Comment évolue la manifestation ? Écoutez Adrienne, la manifestation, la journée même, semble toucher à sa fin. Il n'y a plus grand monde sur cette place de la République et les policiers sont beaucoup moins nombreux que tout à l'heure. Il reste encore quelques camions, véhicules de police aux abords de cette place de la République. Mais il faut le dire, la situation s'est calmée par rapport à il y a ces dernières heures où des heurts assez violents ont éclaté entre manifestants et forces de l'ordre. Ça a commencé très tôt, ce 10 septembre, à Paris, à Marseille, mais aussi à Nantes. La situation a dégénéré à plusieurs endroits. Les forces de l'ordre ont dû faire usage de gaz lacrymogène, de coups de matraque pour disperser la foule. Des incendies ont aussi pris à plusieurs endroits de la capitale aujourd'hui, notamment du côté de Châtelet-les-Halles où une brasserie a pris feu. Alors comment ça s'est passé ? Les forces de l'ordre ont tenté de disperser les manifestants qui étaient présents place du Châtelet. Et qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont utilisé du gaz lacrymogène. Certaines grenades sont arrivées sur cette façade. Il y avait de la végétation. Ça a tout de suite pris feu. Et donc voilà, ce feu a pris après l'intervention de la police. Donc les pompiers qui ont aussi été fortement mobilisés lors de ce 10 septembre. On rappelle que c'est un mouvement citoyen qui a été lancé en plein milieu de l'été après le discours de François Bayrou, l'ancien Premier ministre, qui appelait de ses voeux à réaliser 44 milliards d'euros d'économies sur le budget 2026. C'est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, d'où cette journée de mobilisation. Vous l'avez dit d'ailleurs, qui fait rappeler assez énormément, qui nous rappelle les gilets jaunes qui ont éclaté à l'automne 2018. On se souvient ces samedis après samedi de ces images de manifestations, de violence aussi parfois, il faut le dire. On va revenir sur cet épisode de la façade de cette brasserie parisienne qui a pris Je tiens ici à signaler que, à ma connaissance, certains médias ont d'ores et déjà diffusé des images d'un incendie d'un restaurant dans le quartier des Halles Beaubourg. Nous avons de ce fait d'initiative ouvert une enquête pour dégradation par incendie afin de vérifier dans quelles circonstances le feu a pris. Cette enquête est confiée à la Sûreté territoriale. En l'état de nos informations, il pourrait s'agir d'un départ de feu involontaire lié à l'intervention des forces de l'ordre pour faire face à des regroupements denses et particulièrement hostiles dans le secteur des Halles.
Pour les manifestants que l'on a interrogés pendant les manifestations cet après-midi, Emmanuel Macron doit quitter le pouvoir. Il doit laisser le pouvoir parce qu'il n'est plus apte, selon eux, à diriger le pays. Et le départ de François Bayrou de Matignon ne suffit pas. Pourquoi? Eh bien parce qu'ils estiment que Sébastien Lecornu, qui lui a succédé, est tout simplement un nouveau pantin macroniste et qu'il devrait, selon toute vraisemblance, mener la même politique entreprise depuis l'arrivée au pouvoir d'Emmanuel Macron en 2017. Écoutez ces témoignages. Outré par la politique du gouvernement, c'est tout. Et je viens montrer avec tous ces gens qui sont pacifiques, vous pouvez le noter, montrer ma désapprobation de la politique de M. Macron qui, à mon avis, va à contre-courant de la démocratie et je ne trouve pas qu'il se conduise comme un président républicain. Voilà. C'est la raison de ma présence. Une brigade Macron arrive, tout simplement parce qu'on arrive pour le faire dégager. Ça suffit. Là, hier, on a eu l'énième nomination d'un énième Premier ministre macroniste. La Macronie, on n'en peut plus. Dissolution, ça ne changera rien non plus. Ce qu'on veut, c'est qu'il dégage et qu'on puisse nous redonner la voix une bonne fois pour toutes. Donc je dirais là demain, après-demain, après-après-demain, jusqu'à qu'il dégage. Et il n'a pas été élu par les Français, Emmanuel Macron? Il a été élu démocratiquement, certes, mais son élection, c'est le fruit simplement d'un barrage à l'extrême droite. Donc est-ce qu'on peut considérer ça comme une élection légitime? Je pense pas. Tout va mal en France, entre la politique, la société, les salaires, la vie, de plus en plus de SDF, de plus en plus... Donc ça fait longtemps qu'il y a peu de mouvement, depuis les Gilets jaunes. Et puis là, un nouveau mouvement, alors essayons encore et puis voyons où ça va aller, si ça va être comme les Gilets jaunes ou pas, ou ça va être autre chose. Mais je pense qu'il faut faire quelque chose, ouais. On est quand même dans un pays qui est en train d'être un peu dilapidé par des capitaux, des dettes, des machins, des je ne sais quoi. Au moins essayer de poser une petite brique ou un petit truc pour essayer d'aider. Faire quelque chose pour que les gens aillent mieux, déjà. Ici, parce que la société va mal actuellement. On a des présidents, et même des hommes politiques que généralement on ne choisit pas. On vote plutôt contre un homme politique plutôt que pour quelqu'un. Donc entre la peste et le choléra, on a ce qu'on a actuellement. Donc maintenant, comment réagir? Justement, en descendant dans la rue, en leur montrant qu'on n'est pas content. Et peut-être que ça pourra faire bouger les choses. Parce que finalement, avec nos hommes politiques, ils vont nous imposer ensuite toutes les... Leur médiocrité va descendre de plus en plus sur la société et on va se retrouver avec des gens qui sont complètement déconnectés de la base, qui sont au pouvoir. Des images de violence qu'on a vues aux quatre coins du pays, malheureusement, je le disais, du côté de Marseille, du côté de Nantes, dans la capitale également. Des poubelles ont été renversées, ont été incendiées, des vitrines de magasins tagués, du mobilier urbain également dégradé, des images inadmissibles, dit Bruno Retailleau, le ministre de l'Intérieur, qui préfère accuser et pointer du doigt la responsabilité de la France insoumise et des troupes de Jean-Luc Mélenchon. On l'écoute. On voit bien que ce mouvement qui est né au départ d'une impulsion citoyenne a été dévoyé, il a été capté progressivement par une mouvance qui est une mouvance extrême gauche, une mouvance ultra gauche. L'ultra gauche, elle est ultra violente, avec des encouragements malheureusement politiques des insoumis, de M. Mélenchon, il y a eu une récupération très politicienne. Alors cette récupération politicienne, elle a sans doute conduit à une forme de démobilisation de celles et de ceux qui ne voulaient pas être mêlés à une récupération, une instrumentalisation. Mais on voit bien que le risque, c'est des mouvements qui seront beaucoup plus intenses. Le risque de violence, le risque de boycott, le risque, là encore, de dérapage. C'est la raison pour laquelle j'ai demandé aux forces de l'ordre, d'abord, on a beaucoup d'effectifs qui vont être sur le terrain. À Paris, c'est à peu près 6 000 gendarmes et policiers. Mais en France, je l'ai déjà indiqué, c'est 80 000 effectifs, tout compris, encore une fois, avec des moyens aussi bien hélicoptères, drones, y compris des engins blindés, des engins lanceurs d'eau. Parce qu'il faut que cette France du courage, cette France qui travaille, cette France qui veut se déplacer, ne puisse pas être entravée. Voilà.
Jean-Luc Mélenchon, justement, que l'on a croisé en début d'après-midi du côté de Place du Châtelet lors de la manifestation organisée à cet endroit. Le leader de la France Insoumise a préféré complètement ignorer les attaques du ministre de l'Intérieur, à qui il réclame justement de démissionner. Arrogant et insultant, Retailleau, le petit ministre démissionné par l'Assemblée nationale, admirateur de l'ancien régime monarchique, insulte les insoumis et mobilise 80 000 policiers pour protéger Macron et sa violence sociale. Qu'il s'en aille et vite. Des heures qui ont éclaté, une journée pleine de violence, il faut le dire, même si plusieurs manifestations pacifiques ont eu lieu. Tout de même, aux quatre coins du pays, plus de 175 manifestants, d'après les chiffres du ministère de l'Intérieur. Et malgré l'important dispositif de sécurité mis en place, on parle de 80 000 policiers et gendarmes mobilisés dans tout le pays, eh bien, ce dispositif n'aura pas permis d'éviter les violences, d'éviter les heurts. Et puis cette toute dernière image, avant de vous quitter, Adrienne, vous le voyez, les manifestants ont laissé leurs traces sur cette place de la République, puisqu'ils ont tagué plusieurs slogans. Vous le voyez d'abord par terre: à bas Macron, l'État, les fachos, le capitalisme. Et d'autres inscriptions. Et puis vous le voyez également près de la statue, Macron dégage, sinon fuck le 17 c'est la police. Plus haut, on appelle à taxer les riches, antifascistes. Macron le plus casseur. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a ACAB également sur cette place de la République. Alors oui, rejoignez le mouvement citoyen. Donc ça, c'est des messages destinés au reste de la population, au reste des Français qui n'ont donc pas participé aujourd'hui à ce 10 septembre. Pour les organisateurs, c'est une réussite, puisque ce 10 septembre aura permis de réunir les Français aux quatre coins du pays. Évidemment, la tâche qui restera sur ce 10 septembre, ça sera, il faut le dire quand même, ces images de heurts et de violences qui entacheront tout de même cette mobilisation du jour. Merci à vous, Nadège Abderrazak, pour toutes ces précisions sur cette manifestation de ce 10 septembre. Merci une fois de plus. Rassemblement de masse, routes bloquées, transport hors service. En France, le mouvement Bloquons Tout a rassemblé des dizaines de milliers de personnes à travers le pays dans le cadre d'une grande mobilisation antigouvernementale, un scénario qui rappelle un mouvement initié en 2018 pendant le premier quinquennat d'Emmanuel Macron. Un mouvement venu du peuple qui a pour ambition de bloquer tout un pays. Est-ce que ça vous rappelle quelque chose? Le mouvement Bloquons Tout du 10 septembre présente des similarités notables avec celui qui avait ébranlé le premier mandat d'Emmanuel Macron, les Gilets jaunes. Mais quelles sont ces ressemblances? Tout d'abord, les deux mouvements sont nés de manière spontanée, sans structure formelle ni leadership, et se sont propagés sur les réseaux sociaux. En effet, cet appel à la mobilisation du 10 septembre a pris forme avant l'été sur Telegram et Signal. Les Gilets jaunes, quant à eux, avaient émergé sur les grandes plateformes, notamment sur Facebook. Les deux contestations visent des mesures économiques perçues comme pénalisant les classes populaires et moyennes. Pour Bloquons Tout, c'est le budget 2026, avec ses coupes dans les aides sociales, les retraites et les services publics, qui alimentent un sentiment de déclassement et de mépris des élites. Tandis que pour les Gilets jaunes, c'était la taxe carbone sur les carburants, vue comme un fardeau pour les ruraux et les périurbains dépendants de leur voiture. Au passage, le prix de l'essence est environ 13 centimes d'euros plus élevé qu'il ne l'était avant les Gilets jaunes. Mais ça reste entre nous. Dans les deux cas, les slogans expriment une colère contre l'élite politique et les milliardaires, avec des appels à la démocratie directe. Souvenez-vous du RIC, le référendum d'initiative citoyenne, ou encore l'appel à la désobéissance civile. Et quel est le mode d'action privilégié? Eh bien, dans les deux cas, c'est le blocage pour maximiser l'impact à la fois médiatique, mais aussi économique. Bloquons Tout appelle à des blocages routiers, de raffineries, de transports et à des boycotts massifs, arrêt des achats, grève de la carte bleue, chariots gratuits dans les supermarchés. Alors que les Gilets jaunes occupaient les ronds-points, les autoroutes et les péages pour perturber la circulation. Et c'est ce mode d'action décentralisé que craignent particulièrement les autorités.
Le ministre d'État l'a dit hier, il y a un certain nombre de craintes évidemment qui tiennent à deux choses. C'est un mouvement, d'abord, il n'y a pas réellement d'organisateur, c'est pas comme une manifestation, que les téléspectateurs comprennent bien. Une manifestation, il y a un déclarant, il y a un itinéraire. Là, on a un appel général, bloquons tout, bloquons le pays, avec une multitude d'actions qui sont attendues et pas d'interlocuteur pour les pouvoirs publics. Comme chez les Gilets jaunes, ce mouvement social de rentrée soutenu par près de la moitié des Français montre une certaine transversalité sur l'échiquier politique. Le mouvement du 10 septembre est soutenu par les sympathisants de gauche, 73% par ceux de la France insoumise, 67% par ceux des écologistes et 61% par ceux du Parti socialiste. Et, même si c'est dans une moindre mesure, par ceux du Rassemblement national, 58%. Le mouvement du 10 septembre a d'ailleurs d'ores et déjà été en partie récupéré par Jean-Luc Mélenchon et plusieurs forces de gauche qui l'utilisent pour amplifier les appels à la démission d'Emmanuel Macron. Avec seulement 15% des Français qui déclarent faire confiance au président, c'est une vague facile à surfer. Mais qu'en est-il d'une possible ingérence russe ? Brandie sans preuve en 2018, elle pourrait tout aussi bien réapparaître en 2025, surtout si le mouvement viendrait à durer et à se durcir. On se souvient de ces journalistes de la BBC qui avaient pour mission de rechercher une trace russe, même infime, dans les troubles en cours sur le territoire français. Enfin bon, rien de nouveau sous le soleil. Tout bouc émissaire est toujours bon à prendre. Tant et si bien que 7 ans plus tard, les mêmes causes engendrent les mêmes conséquences. On ne sait pas encore si ce mouvement du 10 septembre connaîtra le même sort que la mobilisation de 2018. Mais une chose est sûre, les ingrédients qui font que la crise couve, eux, sont toujours présents. En France, la situation politique ne fait que s'aggraver. Que peut-on attendre après les manifestations massives d'aujourd'hui qui ont touché tout le pays? Voyons cela avec notre invité François Coq, essayiste et ancien élu français, en direct avec nous depuis Paris. François Coq, bonsoir et merci d'être en direct avec nous sur RT en français. Alors, un grand nombre de Français sont descendus dans la rue pour exprimer leur mécontentement envers le gouvernement et le président de la République. L'objectif initial du mouvement était de s'opposer au plan budgétaire de Bayrou qui, à la suite d'une motion de censure, a été contraint de démissionner. Pouvez-vous nous dire quels sont les objectifs des manifestants maintenant que Bayrou a quitté son poste ? Si l'objectif était de s'opposer au budget que préparait M. Bayrou alors même qu'il était Premier ministre, certes les objectifs ont été atteints, mais je crois que ces objectifs étaient déjà bien plus larges que cela. Les Français se rendent bien compte que la situation politique dans laquelle est plongé leur pays depuis maintenant de longs mois et même depuis plusieurs années, depuis que la France est rentrée, comme beaucoup d'autres pays au sein de l'Union européenne, dans ce que j'appelle la démocratie minoritaire, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune force dans le pays qui soit en capacité de gouverner en étant majoritaire au sein du Parlement, au sein de la représentation nationale, eh bien les Français éprouvent une forme de lassitude par rapport à cela. Et ce mouvement Bloquons tout, il avait vocation à s'opposer au budget, mais il avait aussi vocation à dire il faut trouver une solution à cet état de fait. Et l'analyse qui était portée par les uns et les autres, je crois, aujourd'hui dans les cortèges et dans les manifestations, c'est que c'est le président de la République lui-même, M. Macron, qui est un objet de blocage. Et donc, de ce point de vue-là, l'objectif n'est pas encore atteint. Un nouveau Premier ministre a été nommé à la veille de ces mobilisations, hier le 9 septembre, c'est M. Lecornu qui est désormais Premier ministre, et cette nomination, finalement, ne règle rien. Elle ne lève pas l'hypothèque qui est celle de la démocratie minoritaire, le fait qu'il n'y a pas de majorité au Parlement, et que donc il n'y a pas non plus de budget, et qu'il n'y a pas de stabilité et de perspectives solides et crédibles pour les Français. Et donc la mobilisation d'aujourd'hui, finalement, est un premier coup de semonce. Elle en appelle d'autres. Peut-être sous cette forme-là, peut-être sous d'autres formes aussi, parce que sur la forme, peut-être que tous les objectifs, eux, n'ont pas été atteints, mais toujours est-il que les Français ont voulu montrer et démontrer qu'ils étaient extrêmement en colère, et cette dimension qualitative, je crois, du mouvement a été notée par tous. Alors justement, une journée de passation sous tension pour Sébastien Lecornu avec le mouvement Bloquons tout lors de cette manifestation à Paris. On a pu lire, je cite, « Lecornu à ton tour ». Alors, est-ce le signe qu'il aura du pain sur la planche ?
c'est le signe qu'il a une durée de vie politique à Matignon qui est limitée. Chacun le comprend bien aujourd'hui. Le calendrier s'est accéléré. Vous voyez bien que le temps s'est compressé et qu'en quelques jours, finalement, il se passe autant de choses qu'en quelques décennies, comme aurait dit un penseur révolutionnaire célèbre. Donc on voit bien qu'entre le vote de confiance qui a été perdue par M. Bayrou il y a tout juste 48 heures, la nomination du Premier ministre hier et cette journée de mobilisation, les choses aujourd'hui se sont contractées d'un point de vue temporel. La peur qui était celle de M. Macron était celle de devoir faire face à cette mobilisation populaire avec une forme de vacance du pouvoir. Il a donc nommé M. Lecornu. Mais enfin, aucun des problèmes n'est réglé. M. Lecornu n'a pas de majorité et les oppositions qui ont été appelées à se prononcer sont pour les unes déjà sur le dépôt d'une motion de censure, c'est le cas de la France insoumise. Quant aux deux autres qui auraient pu se joindre à cette motion de censure, elles sont pour l'instant dans le fait de dire attendons de voir, nous ne censurerons pas a priori Monsieur Lecornu, mais nous le ferons si sa politique ne change pas, ce qui finalement ne préjuge pas de lendemain qui chante pour M. Lecornu. Je note d'ailleurs que M. Bardella, le président du Rassemblement national, qui avait dit et fait dire aux siens le matin même qu'il n'y aurait pas de censure a priori de ce gouvernement, eh bien, au sortir de cette journée de mobilisation, a eu cette formule, ce sera la rupture ou la censure. Autrement dit, finalement, il prévient déjà M. Lecornu qu'il faudra qu'il rompe avec l'exercice du pouvoir de M. Macron, ce que M. Lecornu, bien évidemment, ne peut pas faire, puisqu'il a été nommé pour prolonger la politique du chef de l'État. Et donc on s'achemine sans le moindre doute, je crois, dans les semaines qui viennent, vers un nouvel épisode et une nouvelle censure. Comprenez bien d'un mot que tout ceci est structurel, c'est-à-dire que ce n'est pas une question de personne. Monsieur Macron peut aujourd'hui nommer qui il veut, le ver est dans le fruit, la démocratie minoritaire s'est imposée aujourd'hui en France et nous n'en sortirons que par le retour aux urnes, mais pas même le retour aux urnes pour une dissolution et pour l'appareil législatif, mais c'est bel et bien la place de monsieur Macron qui est aujourd'hui en jeu. Alors, à vous entendre parler, ça veut dire que Sébastien Lecornu ne pourra pas rompre avec la Macronie. Pourtant, Sébastien Lecornu a dit, je cite, ou du moins, il parle d'une promesse de rupture sur le fond. À quoi fait-il donc référence ? Monsieur Lecornu fait ce qu'a fait Monsieur Bayrou avant lui. Et avant Monsieur Bayrou, c'est Monsieur Barnier qui avait fait cela, qui avait dit que nous allions adopter de nouvelles méthodes, que nous allions arriver à créer du commun pour faire face à cet émiettement de la vie parlementaire française sortie des urnes. Et on note bien que rien n'a changé, ni avec l'un, ni avec l'autre. Qu'est-ce qui ferait que Monsieur Lecornu serait finalement beaucoup plus habile que l'ont été ses prédécesseurs? Aujourd'hui, nous avons peu d'éléments pour y croire. D'autant plus que tous ces gens qui pensent résoudre cette situation en disant qu'il s'agit simplement d'une question de méthode, essaient en faisant cela finalement de travestir la vérité, qui est qu'il y a un désaccord et un désaveu profond entre M. Macron et le peuple français. M. Macron lui-même est le fruit de la démocratie minoritaire. M. Macron lui-même n'a été élu que par un socle électoral de moins de 30% des inscrits et qui représente 20% des Français. Et au lieu de gouverner et de faire gouverner les premiers ministres qu'il nomme sur une base beaucoup plus large, eh bien finalement il a la tentation d'imposer ses vues et les vues des siens. C'est cela que les Français aujourd'hui n'acceptent pas. Ils considèrent que M. Macron est un facteur de désordre et que eux souhaitent une aspiration raisonnable à la tranquillité publique. Alors François Coq, la secrétaire générale de la CGT, Sophie Binet, a déclaré que les syndicats appellent à poursuivre la grève le 18 septembre. Étant donné l'ampleur des violences, cela ne mènera-t-il pas à une rupture irrécupérable totale de la confiance des citoyens envers les forces de l'ordre ? Il faut d'abord noter que c'est quelque chose qui a été finalement assez peu noté par les commentateurs en France depuis maintenant plusieurs jours. Quand monsieur le ministre de l'Intérieur, monsieur Retailleau, annonce qu'il y aura 80 000, entendez bien, 80 000 forces de l'ordre mobilisées aujourd'hui pour ce qui était attendu, qui aurait été normalement un total de 100 000 personnes, 100 000 citoyens manifestants. Mais 80 000 forces de l'ordre
pour 100 000 manifestants. Nous sommes dans un taux d'encadrement finalement qui n'a rien à envier, il faut bien le dire, à bien des régimes autoritaires. Et si je dis cela, c'est que le peuple français s'est aussi accoutumé aujourd'hui à une présence extrêmement forte des forces de l'ordre. Et je ne crois pas que dans quelque démocratie que ce soit un bienfait qu'on s'habitue à la présence des forces de l'ordre et de sécurité dans l'espace public. Donc de ce point de vue-là, il y a peut-être une rupture qui est en train de s'opérer, mais ce qui est important, c'est les formes que vont prendre les mobilisations dans les jours qui viennent. Il y a effectivement un point d'étape prévu le 18 septembre prochain à l'appel des organisations syndicales. On verra si le mouvement, mais peut-être même avant ce 18 septembre, dans les jours qui viennent, peut-être dès demain, peut-être ce week-end, aura la capacité de rebondir et de s'élargir. Aujourd'hui, il a été limité par le fait qu'il a été marqué au fer rouge ou au fer gauche, je serais tenté de dire d'une certaine manière, à la fois par les pouvoirs publics, par le ministre de l'Intérieur, M. Retailleau, et par M. Macron, en disant que c'était un mouvement d'extrême gauche, ce qui finalement l'a empêché de s'élargir à toute une autre frange de composantes dans la société. Et puis il a été marqué aussi au fer gauche par une partie de la gauche elle-même, quand M. Mélenchon a associé le terme de grève générale à celui-ci. Merci pour vos précisions, François Coq. Je le rappelle, vous êtes essayiste et ancien élu et vous étiez avec nous en direct depuis Paris. Merci une fois de plus. Pour la deuxième nuit consécutive, un navire de la flottille Soumoud a été touché par un départ de feu au port tunisien. Les organisateurs dénoncent une attaque par drone, tandis que les autorités tunisiennes évoquent un accident dû à une négligence humaine. Sur place, notre correspondant de Haid, Abdesmad, revient sur cette affaire. 2 nuits, 2 incendies et désormais 2 navires touchés au sein de la flottille Soumoud. Ici à Sidi Bou Saïd, le port s'est transformé en théâtre d'incertitude. Tandis que les organisateurs dénoncent une attaque de drone, les autorités parlent de négligence humaine. La vérité reste enfouie dans les cendres, mais si quelque chose n'a pas disparu dans l'incendie, c'est bien la détermination. La mission historique est maintenue malgré tout. Dans la nuit du 9 au 10 septembre, un deuxième départ de feu a touché le bateau de la flottille Soumoud amarré juste derrière moi, le navire Alma. Les organisateurs affirment qu'il s'agit d'une attaque par drone non identifiée, tombant exactement 24 heures après le premier incident. Écoutez. Pour la deuxième nuit consécutive, notre flottille a été attaquée. Un drone est intervenu et a largué un engin non incendiaire sur un bateau qui, heureusement, n'a subi aucun dommage structurel et aucun membre de notre équipe n'a été blessé. Nous poursuivons donc notre mission pour briser le siège de Gaza. Nous ne nous arrêterons pas. Nous ne nous arrêterons pas. Nous cherchons désormais à mener une mission humanitaire pacifique pour ouvrir un corridor sûr vers Gaza, afin de fournir une aide médicale et alimentaire et de briser le blocus imposé à notre peuple à Gaza. Nous ne nous arrêterons pas. Gaza, nous arrivons. Face à ce qu'ils considèrent comme des attaques ciblées, les organisateurs se veulent déterminés. Je cite, même avec un seul navire, ne prendront la mer vers Gaza. Cet incident n'a pas empêché les participants de maintenir leur cap. Même s'il ne restait qu'un seul navire, nous continuerons à naviguer vers Gaza pour briser le blocus et nous ne reculerons pas face aux menaces. Ces 2 incidents ont renforcé la mobilisation populaire et internationale autour de la flottille. Des foules sont venues au port de Sidi Bou Saïd pour exprimer leur soutien et appeler à la levée du blocus sur Gaza. Pour la garde nationale, aucun drone n'a survolé le port. Les flammes seraient parties d'une négligence humaine, un briquet ou un mégot ayant enflammé le matériel du bord du navire familier. Nous n'avons recensé aucun survol de drone dans la zone. Les enquêtes se poursuivent pour déterminer les causes exactes. L'incendie s'est déclaré dans un gilet de sauvetage situé à l'avant d'une embarcation, sans faire de victimes ni provoquer de dégâts matériels importants. L'affaire a été bien confiée à une unité spéciale du ministère de l'Intérieur, preuve de sa sensibilité. En attendant, le départ est bien confirmé aujourd'hui, 10 septembre à 16h, sous haute attention locale et internationale. Partie de Barcelone, la flottille Soumoud internationale est composée de 60 navires, rassemblant près de 1000 personnes de 44 pays. Son objectif, rappelons-le, est de briser le blocus de Gaza. Malgré les flammes, la mobilisation reste intacte. Ici, au port de Sidi Bou Saïd, Henda Abdesmad pour RT en français. Et c'est la fin de cette édition. N'hésitez pas à nous retrouver sur les réseaux sociaux, XVK, Telegram, tout l'univers numérique de RT en français. Merci à vous de nous avoir suivis. Prochain point sur l'actualité dans une trentaine de minutes.